Bonjour à tous, donc vous êtes à la maison. Donc aujourd'hui nous allons faire un cours en vidéo. Donc prenez votre cahier et vous allez donc noter le cours d'aujourd'hui et nous allons avancer dans le programme pour pas prendre de retard. Donc nous allons noter en titre sur le cahier en sautant une ligne, grand 3, une origine commune à tous les êtres vivants. Donc quand vous étiez en sixième, vous avez fait plusieurs observations au microscope d'êtres vivants. Notamment, vous avez observé un épiderme d'oignon au microscope, vous avez observé une peau de grenouille au microscope et enfin, vous avez observé des cellules de la bouche des humains. Vous avez pu donc observer ces cellules et vous aviez réalisé des dessins. On voit ici que la peau de grenouille est constituée de plusieurs cellules qui sont chacune entourées d'une membrane qui contiennent un noyau entouré d'un cytoplasme. Et l'ensemble de ces trois éléments forment des cellules. Ça, c'est niveau sixième, ça doit être acquis pour tout le monde. Quand vous avez observé les cellules d'oignon, vous vous êtes aperçu que la peau d'oignon est également constituée de plusieurs cellules qui sont chacune entourées d'une membrane contenant un noyau entouré d'un cytoplasme. Et les deux êtres vivants que nous venons de voir sont des êtres vivants pluricellulaires puisqu'ils sont constitués de plusieurs cellules. Quand on fait des observations au microscope, on n'oublie surtout pas d'indiquer le grossissement. Ici, ces cellules ont été grossies 400 fois. Et enfin, vous aviez fait des prélèvements dans votre bouche avec un coton-tige, ce qui vous avait permis de prélever des cellules buccales. Et vous voyez que dans la bouche des humains, on trouve des cellules qui sont chacune entourées par une membrane, qui contiennent un noyau et qui est entouré d'un cytoplasme, et l'ensemble de ces trois éléments forment toujours une cellule. Nous sommes également des êtres vivants pluricellulaires, puisque nous sommes constitués de millions de cellules. Et cette observation a été grossie 400 fois. Donc, ces trois êtres vivants ont un point commun, ils sont constitués de cellules. On dit qu'ils présentent une unité d'organisation. Nous aurions pu prendre n'importe quel autre être vivant et nous aurions également observé des cellules. Donc, tous les êtres vivants, c'est le premier point commun, sont constitués de cellules. Certains ont une particularité, c'est le cas de cet être vivant ici, qui est prélevé à l'intérieur d'une goutte d'eau d'une mare, et cet être vivant, on voit bien qu'il est constitué d'une seule cellule. Cet être vivant, si certains s'en souviennent, se nomme une paramécie. C'est un être vivant constitué d'une seule cellule, on parlera d'être vivant unicellulaire. La cellule est entourée de petits cils qui permettent à la paramécie de se déplacer dans l'eau puisque c'est un être vivant aquatique. Donc, plusieurs êtres vivants sont pluricellulaires et certains sont unicellulaires. Si jamais on prend cette roche ici qui est un granit, est-ce que la roche est un être vivant? Première question. De deux, est-ce que cette roche est constituée de cellules? Donc, il suffit de faire une coupe avec un appareil particulier et d'observer une tranche très fine de cette roche au microscope. Alors pour observer cette roche, on utilise des microscopes qui ont une particularité, qui ont une lumière polarisée. Voici ici l'observation de ce granit au microscope. Nous ne voyons pas de cellules, mais nous voyons que ce granit est constitué de différents minéraux. Donc cette roche n'est pas un être vivant, cette roche n'est pas constituée de cellules. Donc le premier point commun à tous les êtres vivants, c'est l'unité structurale qui est donc la cellule entourée d'une membrane qui contient un noyau et un cytoplasme. On a donc des millions d'espèces différentes, mais deux observations sont importantes. La première que nous venons de faire, tous les êtres vivants sont formés d'une ou plusieurs cellules. Et la deuxième que nous avions fait il y a quelque temps, quand vous aviez donc fait une séance de travaux pratiques sur l'extraction de l'ADN. Je vous rappelle que vous avez extrait de l'ADN de banane, de kiwi, d'oignon. Et on a donc vu que l'information génétique était portée par la même molécule, l'ADN, chez toutes les espèces. Et que cet ADN est le même chez toutes les espèces. Donc, la cellule et l'ADN sont les deux points communs à tous les êtres vivants, ce qui suggère qu'il y aurait un ancêtre commun à tous les êtres vivants,
constitué d'une cellule contenant de l'ADN. Donc ici, vous avez une représentation du buisson du vivant. Donc j'ai donné aux élèves qui étaient présents la semaine dernière ce document, donc je vous demande de le coller dans votre cahier. Et les autres élèves, vous l'aurez donc un petit peu plus tard quand vous reviendrez au collège. Donc ce document, il nous présente l'histoire évolutive de tous les êtres vivants. Donc que voyons-nous sur ce document? Donc ici, vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui correspondent aux différents groupes d'êtres vivants sur Terre. Et qu'au centre, ici, il y a un nœud commun à tous ces êtres vivants. Au centre se situe l'ancêtre commun de tous ces êtres vivants. Et on l'appelle l'origine ancestrale commune, entre parenthèses LUCA, car L veut dire last, U universal, C common et A ancestor. Ancêtre commun universel. Cet ancêtre commun, il est daté d'environ 3,6 milliards d'années, puisque je rappelle que la vie est apparue sur Terre il y a 3,6 milliards d'années. Donc je vous demande de compléter cette case. De cet ancêtre commun ont dérivé de nombreux groupes d'êtres vivants. Le premier ici en vert qui regroupe les végétaux. Ici nous avons les animaux. Ici nous avons le groupe des champignons. Ici nous avons le groupe des archées qui sont donc des organismes unicellulaires constitués d'une seule cellule. Et enfin ici nous avons les bactéries. Donc vous voyez ici représenté sur ce buisson du vivant, à partir d'une origine ancestrale commune, on a donc eu 5 branches qui ont dérivé vers les végétaux, les animaux, les champignons et les bactéries, ainsi que les archées. On voit dans ce buisson que certaines branches ne vont pas jusqu'à la surface du buisson. Donc pourquoi certaines branches s'arrêtent en route comme celle-ci? Ben là, vous remarquez tout de suite que c'est la branche qui correspond aux dinosaures et que ce sont des animaux qui se sont éteints il y a 65 millions d'années. Les espèces qui sont présentes à la surface du buisson sont des espèces qui existent encore actuellement. Donc vous, ici, vous êtes un être humain, tout comme moi, et on est considéré comme n'importe quelle autre espèce qui vit sur Terre. Donc on n'est pas supérieur aux autres. Il y a très longtemps, au 19e siècle, on représentait l'histoire de la vie sous forme d'un arbre avec un tronc, et nous avions l'homme qui était donc à l'extrémité supérieure. Et là, ce n'est absolument pas cela. Vous voyez que la représentation de l'histoire de la vie considère l'homme comme n'importe quelle autre espèce sur Terre. Donc, je vous demande de compléter ce document et ne pas l'intituler l'arbre du vivant, mais de l'intituler le buisson du vivant. Donc, je vous demanderai juste pour demain de regarder une vidéo qui vous explique bien cette représentation moderne de l'histoire de la vie, qui a donc 3,6 milliards d'années. Voici ici une représentation en image de synthèse de ce buisson du vivant, avec donc des branches qui partent à partir d'une origine commune ici, et c'est tiré du film Espèce d'espèce, et vous regarderez un tout petit extrait pour demain. Donc je vous demande de noter votre bilan. En observant plusieurs lames au microscope, on constate que l'oignon, la paramécie, l'homme et le triton sont constitués d'une ou plusieurs cellules. L'ADN est le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants. Vous enlevez le S, petite faute d'orthographe. Les êtres vivants partagent un ancêtre commun qui possédait une cellule et de l'ADN. À partir d'une origine commune, LUCA, LUCA, Last Universal Common Ancestor, depuis plus de 3,5 milliards d'années, les espèces se sont formées en dérivant les unes des autres. N'hésitez pas à faire des pauses pour pouvoir noter votre bilan. Donc, tous les êtres vivants sur la planète partagent un ancêtre commun daté d'environ 3,5 milliards d'années. Donc, nous allons maintenant revenir sur le DM et sur Darwin, et nous allons donc dans le grand 4 parler de Darwin et de la théorie de la sélection naturelle. Donc, vous sautez une ligne, vous notez votre grand 4. Et là, c'est pareil, j'avais pu donner le document aux élèves présents mercredi. Donc, ce document représente des girafes. Pour les élèves qui ne l'auraient pas eu, vous laissez une petite place puisque vous l'aurez
à votre retour au collège. Donc Darwin a fait de nombreuses observations lors de son voyage à bord du Beagle et il a étudié énormément d'espèces vivantes. Par exemple ici, il a étudié des populations de girafes et ce qui lui saute aux yeux, évidemment, quand il regarde des individus de cette population. Alors une population regroupe des individus d'une même espèce. Donc ici, on voit que cette population regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individus. On parle de population à partir du moment où il y a un groupe de plusieurs individus de la même espèce. Donc il a remarqué en observant cette population de girafes qu'il y avait bien sûr des points communs, le pelage, la forme de la tête, mais il a également remarqué qu'il y avait des différences. Et la différence qui saute aux yeux, c'est la longueur du cou. Comment expliquer la longueur du cou de la girafe? Alors plusieurs théories ont été proposées, notamment par Jean-Baptiste Lamarck au début du XIXe siècle. Lui, Jean-Baptiste Lamarck, parlait de transformisme. Il pensait donc que les girafes essayaient d'atteindre leur nourriture et en mangeant des feuilles d'arbres, et plus elles essayaient d'atteindre la nourriture en hauteur, et plus le cou s'allongeait. Donc vous voyez, c'est ce qu'il a essayé ici de représenter sur cette espèce de gravure, où on voit une girafe qui a un petit cou, et à force d'essayer d'atteindre les feuilles les plus hautes, le cou s'allonge. On parle de transformisme. À partir de la théorie de Lamarck, Darwin a posé une autre théorie, qui est celle de la sélection naturelle et que nous allons voir maintenant. Donc, dans cette activité, je vous demande d'expliquer l'évolution du cou de la girafe selon Darwin en complétant le croquis. Donc voici le croquis. Et nous avons donc la première étape où Darwin fait une observation très simple. Il voit que dans une population, il y a des individus différents, des girafes à plus ou moins long cou. Il pense que donc les girafes à long cou peuvent mieux se nourrir. Elles présentent donc un caractère qui les avantage dans la population. Les girafes à long cou vont donc pouvoir mieux se nourrir. Les girafes à long cou vont survivre puisqu'elles peuvent se nourrir et les girafes qui ont un cou plus court, un cou moins long vont mourir car elles ne peuvent pas se nourrir. Donc les individus qui sont les plus avantagés dans leur milieu naturel vont survivre. Si ces girafes à long cou survivent, elles vont se reproduire et elles vont donc transmettre leur caractère à leur descendance. Et au fur et à mesure des générations, donc 10, 20, 100, 1000 générations, le caractère du long cou va se transmettre et on va se retrouver dans des populations de girafes qui possèdent des longs coups. Donc la théorie de Darwin consiste à voir que certains individus présentent un caractère qui va les avantager dans leur milieu, ce qui va leur permettre de survivre, donc de se reproduire et de transmettre leur caractère à leur descendance. Évidemment, Darwin n'avait aucune connaissance sur la transmission des caractères à la descendance. C'est les découvertes du 20e et 21e siècle sur la génétique, quand on a découvert les chromosomes et les gènes, que l'on a compris comment les caractères étaient transmis des parents aux enfants. Donc les découvertes du 21e siècle ont conforté et ont confirmé la théorie de Darwin. Donc vous avez complété ce schéma. Il ne vous reste plus que pour demain à répondre aux 2 dernières questions qui vont s'afficher devant vous et qui sont sur votre feuille. Je vous demande de rédiger, expliquer ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. Donc prenez l'exemple des girafes pour illustrer votre réponse. Et enfin, troisièmement, comment les découvertes en génétique au XXe siècle ont complété la théorie de Darwin. Donc, vous me faites ça pour demain et la suite du cours, vous l'aurez sur Pronote demain jeudi. Je vous souhaite à tous bon courage, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre bien votre cours et d'être sérieux puisque nous avançons dans le programme et c'est pas parce que vous êtes à la maison que vous ne devez pas faire votre travail. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir à tous.